Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Bon, alors, on va répondre à vos questions, mais Michel me faisait remarquer que dans les fonds communs de placement, le Japon, ça compte pas nécessairement pour beaucoup. Là. Non, c'est ça. Pendant vos deux autres entrevues, là, j'ai pu fouiller un petit peu. En fait, le Japon représente, si on prend les fonds communs de placement dans les fonds mondiaux, ça représente à peu près maximum 3 %. Alors, c'est pas une grosse pondération dans les portefeuilles, le Japon. Puis, ce matin, est-ce qu'on a vu les grandes places boursières qui ont subi des baisses assez importantes? Bon, je n'ai pas fait des grandes études, là, mais on a regardé ça vite. Il semblerait que c'est les pays où il y a le plus de... On utilise l'énergie nucléaire en plus grande partie que nous, par exemple, on utilise ici au Canada. Alors, c'est normal que les gens réagissent comme ça. C'est normal qu'il y ait une panique dans le marché. Il y en a toujours, mais on sait que les gens et les bourses réagissent très rapidement et à la hausse et à la baisse aussi. Alors, je pense qu'il n'y a peut-être pas lieu de... Pas nécessairement de paniquer. Mais ce matin, les Français, ils ont fait paniquer le marché. Oui, bien, vous avez... Je n'ai pas entendu non, mais genre, il y avait une entrevue ce midi qui était présentée à TVA avec un docteur en énergie nucléaire. Non, c'était pas le dernier né, là. C'était pas moi. C'était pas moi qui parlais C'est carrément. Puis il connaît ça. Puis il disait, là, quand les Français veulent faire peur au monde, ils sont spécialistes là-dedans. Puis là, je ne veux pas insulter personne là, qui est de la communauté de nos cousins français, mais disons que les autorités, parfois, ont un petit peu de difficulté à essayer de s'asseoir puis de ne pas paniquer. Et ça a fait paniquer le marché, particulièrement en Allemagne. Parce qu'effectivement, ils ont des réacteurs. On utilise beaucoup l'énergie nucléaire là-bas. Et la référence, selon lui, c'était la référence américaine. Et quand on dit qu'on est à une échelle de 6 sur 7, 7 étant l'explosion de Tchernobyl, il dit on était loin de ça parce que les Japonais ont vraiment bien géré le risque de cette centrale nucléaire, même s'il y a un danger. Il n'a pas écarté la possibilité de danger, mais il y a aussi minimisé le fait que cette centrale-là n'explosera pas comme la bombe atomique d'Hiroshima. Alors, il faut faire la part des choses. C'est peut-être pour ça aussi que les marchés, même les Américains, ont commencé à tenter de rassurer le marché un petit peu partout et que ça s'est assis un petit peu plus là, depuis ce temps-là. En fait, ça va sensibiliser probablement aussi les différents pays qui utilisent le nucléaire, probablement pour revoir leur façon de faire et peut-être ça va être plus sécuritaire, mais ça ne veut pas dire que ça ne l'a pas été avant. Non, effectivement. Alors, on y va tout de suite avec nos questions. Hier, j'avais promis à Françoise de la Pocatière de finir sa réponse. On avait parlé de la première, là, Allscripts. Alors, on va y aller avec d'autres titres qui sont inscrits sur le Nasdaq. Elle veut avoir notre avis là-dessus. La première étant Life Technology, L-I-F-E. Donc, un titre qui, depuis quelque temps, réagit un petit peu mal, est en essoufflement, en prise de profit. Il faut dire que cette entreprise-là, bien capitalisée, des bons ratios également, un petit peu de dette, 50 sur l'actif, mais réussit quand même à générer beaucoup de profits, réussit à générer également beaucoup de flux de trésorerie. Normalement, c'est bon pour une entreprise. Son rendement, allons-y tout de suite, son rendement, malheureusement, il n'y a pas de dividende qui est versé, mais les analystes, eux, ont peut-être commencé à réviser, mais la majorité d'entre eux, 70 nous disent un excellent titre. Dans le secteur des biotech, il y en a des bons fonds. Oui, là. compagnie CI, un très bon fonds de haute technologie qui a fait le bonheur de beaucoup d'investisseurs dans les années où il y a eu la bulle spéculative. La Banque de Montréal, BMO aussi, ont un fonds très intéressant dans ce secteur-là. Alors, il y a plusieurs compagnies de fonds qui en ont, mais je vous donne deux qui sont, à mon avis, les plus intéressants. Bon, ça va bien. Mon Bloomberg vient de me lâcher. Puis dans ce temps-là, ça va pas tellement bien pour faire nos analyses. Une PHC US. Bon, allons-y tout de suite. En fait, en attendant... Nutri-Pharma, oui. En attendant, c'est le secteur des pharmaceutiques. Dans le secteur des pharmaceutiques, la banque TD a un fonds de sciences de la santé qui est intéressant. La compagnie Renaissance aussi, qui est de la banque CIBC, qui en a un, qui a bien moins fait dans les dernières années, mais c'est un fonds qui est, si on regarde à long terme, c'est un des meilleurs fonds dans les sciences de la santé. C'est un fonds qui a un gestionnaire qui a une expérience incroyable, qui ne prend pas beaucoup de risques. Donc, c'est un fonds peut-être plus conservateur que les autres dans quand on parle de la science de la santé. Bon. Alors, Nutri-Pharma est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la recherche. En fait, c'est un holding. C'est une biotech, mais un holding, dans le sens où ils détiennent des licences pour le développement de médicaments contre le HIV. Sauf que c'est une entreprise en démarrage. C'est un penny stock, encore une fois.
Alors donc, habituellement, il n'y a pas personne qui suit ça. Là, celui-là, moi, Nutri-Pharma, j'y ferai attention. C'est la seule recommandation que je pourrais vous faire. À 11 cents ce matin, pas de rendement parce que pas de dividendes, beaucoup de fluctuations sur le titre. On le regarde depuis le début de 2011. C'est pas nécessairement un bon titre. Moi, je le trouve pas très beau. Partir de 67 à 11 cents comme ce matin, malheureusement, j'ai pas de données financières beaucoup. À chaque fois qu'on a des petits titres comme ça, là, c'est dur de trouver. C'est difficile de trouver des... Mais c'est là, on voit, c'est des fonds évidemment sectoriels. C'est souvent très à risque. Et c'est là que souvent les fonds vont apporter quelque chose des gestionnaires. C'est qu'il y a un gestionnaire qui est attitré à un fonds, qui lui est un grand spécialiste, qui a plusieurs années d'expérience dans un secteur déterminé. Et en même temps, on parle toujours de faire de l'argent, mais il faut aussi répartir son risque. Vous savez, quand beaucoup de vos sous sont sur un titre, deux titres, trois titres, c'est des fois une grande partie de votre patrimoine qui est sur seulement trois titres. Quand vous allez dans un fonds mutuel, bien, habituellement, vous allez être au moins réparti sur une 20, 30, des fois 100 titres. Alors, c'est un des avantages très importants des fonds mutuels. Bon, l'autre question nous vient de Claude, encore de la Bogatière. Tiens, va avoir deux explications. Pourquoi deux titres sont en train de chuter si fortement? C'est le cas de IMN, Inmet Mining. Inmet Mining, or, agent, zinc. Qu'est-ce qui se passe avec les matières premières par les temps qui courent? Ça plante. Alors, bien sûr que ça fait reculer les titres qui sont dans le même domaine. Rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà, c'est de même, ça marche. Il y a quand même quelques bons fonds. On a vu tout à l'heure. Ouais, il y a des fonds de ressources qui sont très bons. Je parle souvent de la Banque Royale, on a un excellent, de M. Eric Sprott, qui est probablement un des meilleurs gestionnaires dans cette catégorie. Mais évidemment, c'est des fonds spécialisés, donc très volatiles, très à risque. C'est pas fait pour tous les investisseurs. Et évidemment, quand le secteur chute, vous savez, le gestionnaire ne fait pas de miracle non plus. Là, évidemment, vos titres chutent, sont dans des secteurs qui chutent actuellement. Alors, il n'y a rien d'anormal là-dedans pour l'instant. Bon, alors, pour ce qui est de TH, Terra Technologies, si on fait abstraction du glitch que nous avons subi au mois de mai l'année dernière, parce qu'il y avait eu un problème terrible d'informatique, rappelons-nous, oubliez ça, normalement, ça aurait dû être comme ça ici. Ça ne devrait pas exister. Effectivement, c'est un problème informatique. Pourquoi ça a glissé au cours des dernières semaines? Parce que la compagnie voulait aussi être reconnue aux États-Unis et a décidé de ne plus aller donc sur la côte américaine. Alors, c'est la raison pour laquelle, mais on voulait aller s'installer là-bas, puis finalement, par quelques raisons, on ne le sait pas, on ne le dit jamais dans les communiqués. Tout ce qu'on dit, c'est on a décidé de ne plus le faire, puis le marché a peut-être moins aimé ça, en se disant peut-être que le titre sera encore plus liquide ou encore on pourra peut-être avoir plus d'investisseurs mieux diversifiés. C'est souvent ce qui arrive. C'est souvent ce qui arrive. Bon. L'autre, Martin Hudon, tiens. Vous avez parlé d'un président d'une compagnie minière dans le domaine du fer. J'apprécierais beaucoup si vous me transmettez le symbole de la compagnie. Il prévoit acheter 10 000 actions de Ogiva. Ogiva, que j'ai reçu d'ailleurs, une entreprise qui connaît un bon momentum, sauf que, comme toutes les matières premières, vous allez voir, c'est en train de chuter. La remontée, c'est que, de ce titre-là, c'est que Ogiva a présenté des réserves tout à fait exceptionnelles. Fermont, c'est rien à côté de ça. Labrador Cité, c'est rien à côté de ça. C'est dans la région de... voyons, les barrages complètement en haut, là, pas dans la baie de Ngava, mais voyons, les Churchill. Non, plus à l'est, là, les barrages d'Hydro-Québec. Manic? Plus haut que ça. Plus haut. Là, baie James. Bon, merci beaucoup, Pierre. Pierre, notre réalisateur, vient de nous sauver la vie ce midi. Alors, c'est pour ça que le titre a fortement grimpé, parce qu'on a énormément de réserves de fer. Alors, le titre baisse un petit peu par les temps qui courent en raison... justement, en raison de la baisse des matières premières à cause de la devise américaine. Dans le domaine minier, on en a parlé un petit peu tantôt, est-ce qu'il y a des fonds spécialisés strictement fonds or, fonds argent, fonds en fait, fer? il y en a. Il y a des fonds, ce qu'on appelle des fonds de ressources qui vont englober le secteur. Il y a des fonds, par exemple, il y a Sprott, un fonds qui c'est seulement de l'art. Il y a des fonds qui vont, des gestionnaires, en fait, qui vont plus... miser sur l'exploration, alors qu'il y en a d'autres qui vont miser plus sur des entreprises établies comme Barrick Gold qui produisent, qui ont des réserves et qui font des profits. Alors, je vous dirais, il y en a pour toutes les saveurs, toutes les couleurs, selon ce que vous cherchez. Et c'est rare, une compagnie en bourse de l'Amalbé. Ogiva, c'est une compagnie en bourse de l'Amalbé
Et Georges-Yvan Gagnon, que je connais un peu, ben, il est de la Malbaie. Oh, je vois un certain scepticisme ici. Non, je me demande lequel. Oui. 61 du plateau. Ça doit vous dire quelque chose, ça, mon cher ami Gagné? Je cherche. C'est parce que mon chef de pupitre, ici, il vient de la Malbaie, hein? Oui, puis là, il cherche la rue. En tout cas, c'est l'adresse civique de cette entreprise-là. On continue avec nos questions pendant qu'il se gratte le fond de la tête. Tech Cominco, en fait, c'est Tech Resources maintenant. Pourquoi est-ce que le titre risque de remonter un jour? Même affaire que tous les autres. C'est la même chose. Alors, Tech Cominco, donc, je vais aller chercher zinc, cuivre, molybdène, ils font du raffinement, ils font de la mine, aussi du charbon métallurgique, donc pour la métallurgie, l'art. Disons que c'est pas dans le bon secteur par les temps qui courent, et c'est la raison pour laquelle il baisse. Mais il faut dire qu'il avait tellement remonté au cours des derniers mois. Regardez ça, là. C'est beau en bébite, là. Normal un peu que les investisseurs prennent une petite pause. Habituellement, c'est parce que les gens sont nerveux. Vous remarquez comment nos investisseurs sont nerveux un peu? En fait, vous savez qu'une des plus grandes erreurs qu'on voit chez les investisseurs, c'est qu'on dit toujours qu'ils achètent au mauvais moment. Alors, les gens vont être portés à acheter dans un sommet et de vendre dans un bas de marché. Et le meilleur exemple de ça, qui est l'exemple classique, mais c'est Nortel. Vous savez, la demande pour le titre, c'est seulement ça qui a fait monter ce titre-là. On parlait de 125 fois les profits anticipés, pas les profits qu'ils faisaient anticipés. Et pourtant, à 120 $, il y a encore beaucoup de gens qui voulaient acheter le titre. Pourtant... Oui, mais là-dessus, Michel, je vais t'arrêter un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de courtiers, malheureusement, qui recommandaient très fortement ce titre-là. Moi, si j'étais à leur place, il me semble qu'il y aurait une couple de nuit, j'aurais mal dormi après. Vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui ont aussi embarqué dans cette spirale-là. Mais moi, je vous dirais que je me souviens très bien d'un gestionnaire dont je ne nommerai pas son nom, qui me disait, moi, jamais j'achèterai du Nortel. Et il y avait tellement de pression. Parce que, vous savez, pendant que Nortel augmentait, c'est ce qui faisait augmenter notre indice de la bourse. Oui. Donc, tous les fonds augmentaient sauf le sien. Puis lui, il ne voulait pas acheter de Nortel. Il y a tellement eu de pression à l'interne qu'il a fini par l'acheter. Et évidemment, quand c'était acheté, il l'a acheté trop cher. C'est là que ça a baissé. Alors, évidemment, il a payé pour ça. Et je pense que les gestionnaires, parfois, ont de la pression des investisseurs, ont de la pression de leur famille de fonds, de leur employeur pour dire embarque dans le train, même s'ils ne croient pas. Puis ça prend beaucoup de guts et de pouvoir pour dire non. Et un des rares gestionnaires qui n'avait pas embarqué dans Nortel, souvenez-vous, c'est M. Crimble, avec les fonds Trimark. Et M. Crimble, avec son équipe, maintenant, ne sont plus chez Inc. Trimark, qui est devenu Invesco, mais ils sont tous rendus chez EdgePoint, une firme qu'ils ont partie. Alors, évidemment, ces gestionnaires-là ont certaines périodes où ces gens-là passent pour des gens que M. Crimble, on disait qu'il avait perdu la touche, qu'il était trop vieux, il avait trop d'actifs à gérer, il était plus capable. Enfin, c'est incroyable tout ce que le marché disait. Alors que finalement, après le crash, évidemment, il s'est retrouvé de premier quartile et son fonds est resté encore pendant des années parmi les meilleurs. Alors, je pense que des fois, ça prend beaucoup de pouvoir. C'est très difficile, les gestionnaires. Mais, puis dites-vous une chose, c'est que même les conseillers financiers, vous êtes un conseiller financier, vous dites à vos clients, vendez Nortel, surtout n'achetez pas, mais votre firme, pendant ce temps-là, fait les émissions et en recommande. Ouais. Parce que vous savez, toutes les firmes... C'est toujours le danger, ça. Oui, puis on en a beaucoup parlé, à savoir, est-ce qu'entre l'institutionnel, ce qui se passe, les émissions d'actions et les conseillers, qu'il y a vraiment de cloison? C'est pas vrai. Pour moi, Nortel, c'était l'équivalent dans Télécom de ce que Brex a été dans le domaine de l'art. Ils ont tout faussé ça, d'un bout à l'autre, avec une bande de fraudeurs qui était à la tête de cette compagnie-là, que tout le monde s'est fait prendre. Michel Marcoux, merci beaucoup. On va retrouver demain midi à compter de midi. Passez une bonne journée. Paniquez pas, là. Pas le temps.